5, 4, 3, 2, 1, go. Bien le bonsoir, l'incontournable, voici le sommaire de ce rendez-vous d'information. L'ancien ministre de l'Intérieur entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Son avocat a été éconduit sans l'avoir rencontré cet après-midi. Maître Ousmane Ngom a été cueilli, je le rappelle, à Kolda. Nous vous ferons vivre dans cette édition les circonstances de cette interpellation dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. L'appel de Seydina Limamou Laye, 132e édition, comme toutes les années. Cambérène a marqué l'ouverture de cette commémoration qui se poursuit ce jeudi. Nous revenons également ce soir sur cette angoisse qui anime l'école sénégalaise, la fin de contrat des vacataires de l'enseignement. Alors que les examens approchent, focus ce soir sur cette journée mondiale du réfugié. À Dakar, des réfugiés jugent insuffisant l'accompagnement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis, nous inviterons ce soir Mathéis Lerut, c'est le représentant régional adjoint chargé de la protection. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le point sur l'actualité avec Pape Abdoulaye sur ce plateau avec moi. Bonsoir Khalifa Diakhaté, bonsoir à tous. Maître Ousmane Ngom, embarqué manu militari dans un avion et livré au procureur ce matin. L'ancien ministre de l'Intérieur a été interpellé tôt ce matin par les éléments de la BIP, la brigade d'intervention polyvalente, alors qu'il se trouvait à Kolda pour les besoins de la campagne des législatives. Nous avons en ligne Chérif Dia. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der, vous l'avez dit, Maître Ousmane Ngom n'oubliera pas de sitôt sa journée d'aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur fait face aux enquêteurs de la section recherche de la gendarmerie depuis 13 heures. Alors qu'il se trouvait dans la chambre 25 de l'hôtel Hobbé à Kolda, Maître Ngom a été cueilli de force par une trentaine d'éléments de la BIP encagoulés et lourdement armés. Ils l'ont ensuite transporté à bord d'un avion qui a atterri à la base aérienne de Ouakam. 11h35, le cortège arrive au palais de justice de Dakar. Maître Ousmane Ngom descend d'un véhicule 4x4 banalisé et dont les vitres sont teintées. Il se dirige vers le bureau du procureur général Youssou Mbow. Quelques minutes après, il a été emmené ici à la caserne Samba Diéry Diallo, où se trouve la section recherche de la gendarmerie que dirige le capitaine Ibrahim Mbow. Il faut juste dire que devant les enquêteurs, Maître Ngom va s'expliquer sur l'origine de sa fortune. Tout cela entre dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Son épouse, qui était là aussi, lui a apporté à manger avec un sachet contenant également des médicaments. Madame Ngom était en compagnie de l'avocat Maître Mbaïdien qui lui s'est vu interdire l'accès. Il faut juste dire qu'ici, il n'y a que des dames qui sont là. Parmi elles, il y a Madame Awa Diop, qui est la présidente des femmes du Parti démocratique sénégalais. Elle a dénoncé la méthode utilisée par les policiers pour cueillir Maître Ousmane Ngom. Il y a aussi Sitondour qui a été de passage ici. Ce matin également au terminal, il y avait d'autres membres du PDS qui parlent de prise d'otage. Pour eux, Maître Ousmane Ngom a été pris en otage et dans les prochaines heures, Abdoulaye Der, ils vont réagir. Réaction justement de la tête de liste du PDS. Oumar Sarr parle d'acharnement et de tentative d'intimidation. Propos recueillis à Kolda. Et comme maintenant tout le monde le sait, il y a eu probablement un mandat d'amener et Maître Ousmane Ngom a été ramené manu militari, ramené à Dakar. Il paraîtrait que c'est des dizaines de GMI et autres qui ont pris d'assaut la chambre de Maître Ousmane Ngom
le grand théoriste international et qui l'aurait amené vraiment à Dakar pour des raisons de terrorisme et autres. Qui va avoir peur du gouvernement de Macky Sall? Qui va avoir peur de ces gens-là? Par contre, le président d'Amnesty Sénégal se félicite de l'interpellation de Maître Ousmane Ngom. Il enfonce même l'ancien ministre de l'Intérieur de Maître Wade, car selon Seydi Gassama, Maître Ousmane Ngom est un acteur principal dans la répression violente des manifestations préélectorales. C'était lors de la dernière présidentielle. Alors, nous avons appris la réaction de Maître Ousmane Ngom. Nous pensons qu'elle est tout à fait justifiée. Il est inadmissible qu'une personne de la dimension d'Ousmane Ngom se permette de dire « je ne vais pas déférer à la convocation du procureur simplement parce que j'ai attendu 30 minutes ou 1h30 dans son bureau sans être reçu ». C'est inacceptable, c'est une arrestation justifiée. Nous pensions qu'il devrait aujourd'hui être maintenu dans les liens, n'est-ce pas, de la prévention jusqu'à ce que ce qu'on lui reproche soit élucidé. Pire, nous pensons, ou bien mieux nous pensons qu'Ousmane Ngom aujourd'hui devrait être très vite rattrapé par la mort de toutes ces personnes qui sont mortes pendant les violences électorales. Parce qu'il est convoqué aujourd'hui par le procureur pour des questions liées aux audits. Mais Ousmane Ngom devrait beaucoup plus aujourd'hui être interpellé pour les cas des personnes qui sont tombées à la suite de la répression policière. Retour sur les circonstances de l'interpellation de l'ancien ministre de l'Intérieur à l'hôtel Obé, chambre 25. Tôt ce matin, nous avons en ligne Abdoulaye Diallo. Alors, comment les choses se sont passées? Oui, Abdoulaye Der, c'est aux environs de 8 heures que des éléments de la brigade d'intervention polyvalente fortement armés ont fait irruption à l'hôtel Obé de Kolda pour procéder à l'arrestation de Maître Ousmane Ngom. Il occupait la chambre 25. C'est là où ces éléments, après avoir forcé la porte, l'ont trouvé dans les toilettes. Au moment de son arrestation, il n'avait même pas pris son petit déjeuner. Un acte qui n'a pas du tout plu à ses partisans du Fouladou. Quand nous nous sommes rendus sur les lieux de son arrestation, il n'y avait pas de bagages, mais nous y avons trouvé un chargeur de téléphone cellulaire de couleur blanche qui pourrait appartenir à la victime. C'est après que l'avion qui a été dépêché pour venir le chercher s'est envolé pour Dakar. Mais après cela, ses camarades de parti au Fouladou ont menacé pour dire que si Maître Ousmane Ngom n'est pas libre dans les 24 heures qui suivent, le pays va les entendre. Kolda, Abdoulaye Diallo, TFM. Ousmane Ngom, l'homme défraie la chronique depuis plusieurs jours. Il a fait feu de tout bois avec les véhicules confisqués par l'État qui appartiendraient à Maître Wade. Son portrait, le portrait de Maître Ousmane Ngom avec Iboukan. Est tout à fait inacceptable et donc nous apporterons la réponse politique. Une réponse politique, voilà la stratégie que compte dérouler Maître Ousmane Ngom dans ce qu'il convient d'appeler campagne de récupération des véhicules de la présidence. Depuis quelque temps, l'homme se hisse de plus en plus au devant de la scène dans ce différend opposant le PDS au nouveau tenant du pouvoir. Il apparaît également comme l'un des plus grands défenseurs de l'ex-président de la République, par ailleurs secrétaire général du PDS. Le week-end dernier, Ousmane Ngom, épaulé par certains responsables libéraux, prenait d'assaut le hangar 6 à Diamniadio, abritant les 7 véhicules supposés appartenir au PDS, mais en vain. Sur place, la tension était vive avec des gendarmes à l'affût et Maître Ousmane Ngom fustigeant, dit-il, une violation du droit de propriété et un acharnement du pouvoir contre le PDS pour l'empêcher de battre campagne. L'ex-ministre de l'Intérieur retournera sur les lieux 2 jours plus tard avant d'obtenir la restitution de 3 des 7 véhicules immobilisés. Toujours dans la même semaine, l'homme s'illustre à nouveau, mais cette fois dans un nouveau registre. Face à la presse, jeudi dernier, l'ancien locataire de la place Washington enfilait sa robe d'avocat pour plaider la cause de la famille Wade. Entre autres sujets abordés, la brouille concernant la fondation de l'épouse de l'ex-chef de l'État, le patrimoine de Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, la posture de l'homme pourrait susciter des interrogations quand on sait son passé avec le PDS. En 1998, juste à la veille des législatives, Abdoulaye Wade démissionnait de l'équipe gouvernementale sous le magistère du PS avec 4 de ses collaborateurs, dont Maître Ousmane Ngom. La démarche suscitera des querelles intestines au PDS avant de précipiter le départ de Maître Ousmane Ngom du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes le 11 juin 1998.
Le natif de Saint-Louis crée par la suite le Parti libéral sénégalais et l'histoire retiendra sa fameuse phrase hostile à son mentor. Wade parle en démocrate et agit en monarque. 3 ans après l'accession de Maître Wade au pouvoir en 2000, le PLS fusionnera avec le PDS et en juillet 2004, Ousmane Ngom est nommé ministre du Commerce. Il occupera les fonctions de ministre de l'Intérieur en novembre 2004, ministre d'État, ministre des Mines, de l'Industrie et des PME, avant de revenir aux affaires intérieures. Un poste qui avait fait l'objet de beaucoup de controverses, l'opposition dénonçant une violation du principe de neutralité dans l'organisation des élections. Pour certains, il serait même l'instigateur de la répression policière ayant fait des victimes, dont l'étudiant Mamadou Diop dans la période préélectorale. Juriste de profession, aujourd'hui 57 ans, Ousmane Ngom est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. 132e appel de Seydina Limamou Laye ce mercredi et jeudi. Cérémonie d'ouverture ce matin à Cambérène, la grotte de Ngor Almadi, lieu de convergence des fidèles layennes avec le pèlerinage Ziara. C'était cet après-midi. Marie-Christine Mendy. La communauté laïenne célèbre aujourd'hui et demain le 132e appel de Seydina Limamoul Mahdi Laye. Ce matin, les disciples de Baye Laye sont venus de partout à la cité religieuse de Cambérène pour répondre à l'appel de leur khalife. Ici, ils se retrouvent pour renouveler leur allégeance au khalife. Seydina Limamoul Mahdi Laye, fondateur du village de Cambérène, un saint homme qui n'a jamais eu de photo. Selon certains, la lumière sur son visage rendait impossible sa photographie ou son portrait. Baye Laye, l'homme au miracle, a été écarté du village de Yoff. Il était considéré comme un illuminé. Après avoir lancé son message à Djibo Daïlari, il a fait reculer la mer. Depuis sa disparition en 1909, chaque année, ses fidèles disciples répondent à son appel. Cette année, le thème choisi: les fondements de la République dans le message du prophète Seydina Limamoul Laye Al-Mahdi. Marie-Christine Mendy, le clou de l'événement ce jeudi avec la célébration de l'appel, donc cérémonie de clôture dans l'après-midi. TFM, RFM, le groupe Futur Média a déployé les grands moyens pour la couverture avec des directs. TFM notamment, et juste après cette session d'information, suivez une grande émission spéciale avec Djili Nyang. Sur l'international, Hosni Moubarak, toujours entre la vie et la mort. L'ancien Raïs a été victime d'une crise cardiaque et d'une attaque cérébrale. Plusieurs sources annoncent la mort clinique de celui qui a dirigé l'Égypte pendant 30 ans. Moubarak, 84 ans, est détenu depuis le 2 juin à la prison de Tora au Caire. Prison à vie pour l'ancien président pour avoir fait tirer sur les manifestants de la place Tahrir. Et c'est dans cette grande confusion que l'Égypte attend les résultats de l'élection présidentielle. Proclamation prévue ce jeudi, mais la commission n'est pas sûre de pouvoir respecter ce délai. Les deux candidats, Khalifa Diakhaté, revendiquent la victoire. Merci. On se retrouve avant la fin de cette édition pour les besoins de la page des sports. Nous poursuivons avec cette angoisse qui anime l'école sénégalaise à l'heure actuelle, cette fin imminente des contrats des vacataires de l'enseignement qui tombent mal, le réaménagement du calendrier scolaire pour sauver l'école de l'année blanche n'aurait pas pris en compte cette donne. La tutelle tient tout de même à rassurer. C'est un sujet de Fatou Bintou Konté et Atanarba. Va-t-on vers de nouvelles perturbations dans l'espace scolaire? La crainte est légitime si l'on sait que le contrat des vacataires va être résilié à la fin du mois de juin, alors que les examens approchent. Les vacataires, leur contrat se termine le 30 juin. Et maintenant, à partir du 30 juin, donc là, ils n'ont plus de salaire. Parce qu'ils travaillent à l'heure, on les paye pour l'heure. Et donc là, à partir du 30 juin, on nous avait demandé maintenant de suspendre les cours, même si les compositions n'ont pas été
fête. Donc là aussi, nous allons boycotter les compositions. Et aussi, nous n'allons pas revenir ici au mois de septembre pour travailler. Parce que nous pensons que les collègues vacataires doivent être pris en charge. Donc des dispositions doivent être mises en place, c'est-à-dire leur payer le mois de juillet. Et donc le reliquat aussi du mois de juillet devrait être déversé donc, sur le reliquat. Et jusque-là, on voit que donc, le gouvernement n'a encore rien fait. C'est pourquoi ces vacataires exhortent le gouvernement à mettre sur place des mesures d'accompagnement afin de remédier à cette situation. Nous sommes aujourd'hui ici pour informer à nos camarades vacataires que notre contrat s'arrête au plus tard le 30 juin. Et j'invite à tous mes camarades vacataires de cesser les cours à partir du 30 juin. Parce que le gouvernement n'a pas pris les mesures d'accompagnement. Et normalement, ils doivent nous payer le mois de juillet parce que cette année-ci a été prolongée. Pourtant, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation rassure. Il explique que l'État avait pris les devants pour parer à de nouveaux remous. Traditionnellement, le contrat des vacataires se terminait le juin. Les enseignants, les vacataires effectivement allaient en vacances et on les reprenait au mois d'octobre sur la base d'une inspection favorable. Mais comme je l'ai dit, cette année, comme c'est une année spéciale, particulière, et il y a eu un réaménagement du calendrier scolaire. Et qui dit réaménagement au niveau du temps d'apprentissage. Si bien que le contrat des professeurs vacataires ne se terminera pas en fin juin. En tout état de cause, les vacataires qui composent la majorité des enseignants du Sénégal restent sur le qui-vive. Le rapport accablant d'Amnesty International Sénégal sur les dernières manifestations préélectorales, le document relève 22 victimes, mais également des cas de torture et d'essais en détention. Amnesty International qui réclame justice. Amina Sow Mordjenga. Amnesty International dresse le bilan des manifestations préélectorales au Sénégal. Dans cette vague de violence qui a émaillé la capitale sénégalaise, 22 victimes ont été recensées par l'Organisation des droits humains. Parmi ces victimes, Cherou Badji et Yorofali Ndiaye. J'étais sorti de mon lieu de travail pour aller chercher à manger. Bon, sur la rue 6, tous les fast-foods étaient fermés. Donc j'ai contourné la rue 6 pour aller un peu de l'autre côté. C'est là que j'ai vu très loin, quand même assez loin, des GMI en train d'approcher. Donc au moment où ils m'ont pris, les deux m'ont attrapé chacun par un bras et un autre était derrière en train de frapper. Un autre est venu aussi par derrière, m'a donné un coup de poing avec quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas il m'a carrément déchiré la joue. Ce rapport d'Amnesty International relève 8 décès en détention et des cas de torture. Le collectif des victimes et parents de victimes réclame justice. Plus de 20 dossiers, il y a 4 seulement qui connaissent un début de traitement. Aujourd'hui, on se focalise sur les audits, mais nous rappelons à Macky Sall et à ce ministre de la Justice qu'il y a eu également beaucoup d'informations judiciaires qui avaient été ouvertes par les procureurs, n'est-ce pas, pour des personnes qui ont été tuées pendant la campagne préélectorale, mais aussi d'autres personnes tuées pendant les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade. Et à ce jour, nous attendons à ce que ces informations judiciaires, ces plaintes soient activées. Seydi Gassama dénonce par ailleurs la réserve des membres du M23 dans le dossier des jeunes arrêtés au cours des manifestations. Je dénonce la lâcheté des membres, des dirigeants du M23, à commencer par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, Macky Sall, Moustapha Niasse, Tanor Dieng et tous ces leaders. C'est eux qui ont envoyé les jeunes manifester, n'est-ce pas, et des jeunes au cours de ces manifestations ont été arrêtés. Nous demandons au président Macky Sall de gracier immédiatement ces jeunes de Thiès afin qu'ils puissent sortir et retrouver leur famille. En publiant ce rapport, Amnesty International montre aux nouvelles autorités la conduite à tenir pour éviter le retour des violences électorales. Le collectif demande par ailleurs une arrestation des personnes citées dans cette affaire, en l'occurrence Ousmane Ngom et Harouna Sy. Amina Sow, merci. La fête de la musique 2012, ce 21 juin au Sénégal. La programmation est plutôt alléchante avec une innovation assez originale. La participation d'enfants défavorisés. À ce propos justement, écoutez l'un des organisateurs. Donc cette fois-ci, ce sera vraiment une bonne innovation qui va faire qu'il y aura une participation pour ce plateau spécial des enfants de Empire. Donc une couche défavorisée. Il y aura aussi des enfants de l'École nationale des arts qui suivent tous les mercredis et tous les dimanches au moins une éducation artistique qui fait partie des OMD à atteindre. Donc insérer l'éducation artistique chez les enfants. Il y a aussi William Badji avec son orchestre philharmonique Dakar Énergie
où il y a un certain nombre d'enfants qui font partie de cet orchestre philharmonique, plus maintenant un certain nombre d'artistes qui ont voulu vraiment participer à cette grande fête. Il y aura la fanfare qui sillonnera toute la ville. Il y aura aussi une caravane mobile où certains artistes seront sur la caravane et sillonneront carrément Dakar et banlieue. Iba Massar, l'un des organisateurs de ces différents plateaux consacrés à cette fête de la musique, ce sera demain 21 juin. Retrouvez également demain Mbaye Faye du Super Étoile et Ngonendour de Prince Sarr pour plus d'informations justement sur cette fête de la musique. Ils sont les invités de Yeoulen, votre matinale originale avec cette belle équipe incontournable. Ce sera à partir de 6h30. Voici la page des sports tout de suite. Abdoulaye Der, bonsoir. Alors, Khalifa Diakhaté, pour le football, les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Ligue édition 2011-2012 sont connues. Elles donnent 3 duels entre clubs de Ligue 1, Casa Sport Yogo, Pikine US Ouakam, Niary Tally Jambar. Le dernier match oppose le Renaissance, club de Ligue 2, au Jaraaf de Dakar, club de Ligue 1. Les joutes sont prévues le week-end des 7-8 juillet prochain. Euro 2012, la France battue 2-0 se qualifie tout de même, battue par la Suède. L'Angleterre élimine l'autre pays hôte, l'Ukraine, 1-0 pour les quarts de finale. Donc notés dès jeudi, des chocs République tchèque, Portugal par exemple. Il y a également Espagne, France, Italie, Angleterre. Mais au-delà donc de ces rencontres, nous avons l'analyse du technicien de l'US Ouakam pour qui c'est le 4-5-1 qui prédomine. C'est ce schéma tactique qui prédomine pour ces taureaux. Ce qui prédomine, c'est une organisation tactique quand même au-dessus de la moyenne et des joueurs respectueux du dispositif. Et sur les dispositifs d'attaque, on voit que par exemple des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne font des attaques organisées, placées avec beaucoup de variations. Là où à côté, dans la même lancée, la France fait une attaque organisée, mais la plupart du temps plus en largeur. Des équipes comme l'Angleterre, l'Allemagne sont assez bien regroupées et souvent c'est des rouleaux compresseurs qui se déploient après la récupération de la balle. Et donc c'est ça qui a retenu mon attention. Mais il y a aussi la maturité et l'expérience qui composent certaines équipes qui font la différence aussi. Une équipe comme l'Espagne, une équipe comme l'Allemagne également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, après l'observation du premier tour, on ne s'étonnerait pas de voir l'Espagne et l'Allemagne peut-être en finale. Une randonnée pédestre pour se retrouver, c'est la trouvaille du collectif des anciens étudiants de l'université de Saint-Louis à Sanar. Le sport donc a permis la communion de ses anciens camarades de promotion dimanche dernier. Moussa Taï, membre de Wassanar. Randonnée, en fait, au-delà de l'aspect sportif, et surtout un moment de communion et de retrouvailles entre d'anciens étudiants qui sont restés pendant presque 10 à 15 ans sans se rencontrer. Donc c'est un moment fort de retrouvailles et de communion entre gens et jeunes qui ont partagé des moments à l'université. Le thème est d'une acuité certaine, il est d'actualité, et je pense que nous devons tous participer à repenser le système éducatif sénégalais qui est en crise. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les anciens de Saint-Louis, partout dans le monde où se trouvent, qu'ils puissent venir participer au rayonnement de l'université de Saint-Louis. Nous sommes des produits de Saint-Louis, nous devons rendre la mode à l'université de Saint-Louis. Voilà, Khalifa Diakhaté, c'était l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der. Focus ce soir sur cette journée mondiale du réfugié à Dakar. Les réfugiés jugent insuffisant l'accompagnement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le bureau régional admet tout de même ses limites financières et bien sûr matérielles. Plus de 18 000 réfugiés sont enregistrés au Sénégal. La plupart est arrivée de la Mauritanie. C'est un sujet de Daniel Diouf et Alioune Diagne. Au Sénégal, les réfugiés enregistrés par le bureau régional du HCR arrivent de toute la sous-région. Mais la palme revient particulièrement
à la Mauritanie. La nationalité qui prédominait jusqu'en avril 2012, c'était les Mauritaniens, en raison du conflit interethnique qui a éclaté en 89. Et entre 2008 et 2012, donc à la fin mars, on a pu rapatrier 24 000 Mauritaniens, mais on en a encore à peu près 14 000 qui ont choisi de s'intégrer au Sénégal. Les réfugiés interrogés évoquent toujours les mêmes mobiles de départ, un pays en guerre. Et leur situation dans le pays d'accueil laisse à désirer. Pour certains, l'institution censée les prendre en charge manque de présence à leur égard. On a quitté en cause d'événements. On a eu 3 guerres civiles dans le pays. Même moi, tu me vois actuel comme ça là, même si c'est partout, ça passe à la télé, on va me voir, je n'ai ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur. Je suis avec ma femme, elle est actuellement malade aussi. En tout cas, depuis qu'on est là 2 ans, on n'a pas l'assistance sociale, ni sociale. Bon, sociale, on n'a pas. Pour manger, on est là dans la rue, demander aux gens et nous donner à manger à vivre. Au moins 10 ans que je suis au Sénégal. Ils sont absolument de rien, il n'y a aucune assistance. Depuis que je me suis... Donc jusqu'à preuve du contraire, que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours demandeur d'asile. Je suis demandeur d'asile. Pourtant, j'ai des raisons qui sont vraiment réelles que je dois être assisté par HCR. Le HCR reconnaît ses limites. L'organisation avoue même ne pas pouvoir satisfaire tous les cas. Elle admet toujours agir selon les demandes présentées. Au niveau du HCR, nous offrons 3 solutions aux réfugiés. Le rapatriement volontaire, libre et consenti, on n'oblige personne à rentrer. Si vous voulez rentrer, on peut vous aider avec notre partenaire. Ou alors, on a l'intégration locale. Vous choisissez de rester dans le pays hôte et on s'arrange avec le gouvernement hôte pour vous trouver des documents qui vous permettent de séjourner comme tout citoyen normal. Et à plus long terme, la naturalisation pour ceux qui le choisissent. La 3e, c'est la réinstallation. Donc, il y a des pays qui choisissent de recevoir des réfugiés et le HCR accompagne ces réfugiés-là. On présente des dossiers au pays et eux, ils choisissent les personnes qu'ils veulent recevoir. 4 réfugiés sur 5 sont dans des pays en développement. Plus d'1 million ont fui leur foyer au cours des 18 derniers mois en raison d'une vague de conflits en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, entre autres. Daniel Diouf, le représentant régional adjoint chargé de la protection du HCR est avec nous ce soir sur ce plateau. Mathéis Lerut, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Lerut, plus de 18 000 réfugiés à gérer, principalement qui sont arrivés de la Mauritanie. Ce n'est pas simple, mais des réfugiés que vous n'assistez pas à vos yeux. Vous avez votre droit de réponse. Ça fait déjà plus que 20 ans que les réfugiés sont venus au Sénégal. C'est vrai que la plupart d'entre eux sont des Mauritaniens. Il y en a à peu près 1000 d'autres différentes nationalités. L'HCR appuie le gouvernement. Il faut quand même aussi, dans cette célébration de Journée mondiale des réfugiés, reconnaître l'énorme effort du gouvernement du Sénégal d'avoir reçu ces réfugiés. C'est quand même un nombre important qui est venu et qui sont restés pendant des années sur le territoire sénégalais. Il faut aussi rappeler que 24 000 des réfugiés mauritaniens ont été rapatriés avec une assistance très étroite entre l'HCR et le gouvernement sénégalais. Et c'est vrai qu'il y a encore à peu près 17 000 réfugiés qui ont choisi de ne pas rentrer chez eux, de rester ici. Moi, je ne vais pas me défendre. Je pense que en tant que réfugié, c'est énormément difficile de survivre, certainement si ça dure tellement longtemps. L'HCR, avec le gouvernement, travaille beaucoup sur l'autosuffisance des réfugiés. Donc vous êtes en train justement de me dire que l'insuffisance ne se situe pas au niveau de l'accompagnement, mais plutôt au niveau de l'information. Ils ne sont pas assez informés et c'est pour cette raison qu'ils mettent le bureau régional sur la sellette plutôt que les autorités, que vous appuyez. Il y a un dialogue entre réfugiés, le gouvernement et HCR qui est très important. Je pense que, bien sûr, ils peuvent avoir des améliorations là-dessus. Il y a aussi un problème, et moi je comprends les frustrations des réfugiés, un problème d'attente. Il y a 3 solutions durables que nous, on propose aux réfugiés. Il y a le rapatriement volontaire, dont, comme j'ai soulevé, il y a 24 000 personnes qui ont choisi cette option. Et c'est quand même une opération dont on peut être fier. C'est une opération assez grande.
Mais les gens, ils ont aussi le choix de rester s'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Alors ça a l'air banal, mais c'est important pour les téléspectateurs. Peut-être nous rappeler les critères qui déterminent justement un réfugié. Pour simplifier un peu les choses, pas trop faire le juriste, on peut l'expliquer en tant que là où une protection nationale ne serait plus disponible. Ça peut faire par une persécution, ça peut faire par la guerre. Si cette manque de protection nationale est là, c'est la protection internationale qui devait être disponible par rapport aux conventions sur les réfugiés. Il faut peut-être aussi mentionner qu'important que dans cette même catégorie, il y a aussi des apatrides. On a enregistré plus ou moins 12 millions dans le monde, mais il y en a beaucoup plus. C'est un peu la même chose dans le sens que ces gens qui ne sont pas acceptés par un pays en tant que national. Alors ça, il y a le même concept de manque de protection nationale. Alors l'idée justement, c'est pas d'en faire des assistés, d'éternels assistés. Donc existe-t-il aujourd'hui une politique d'accompagnement pour pas justement qu'ils restent dans ce statut-là d'assistés? Ça, c'est vraiment le base de dignité pour les réfugiés. C'est vrai que, comme le devise de la journée des réfugiés le dit de cette année, on ne choisit pas d'être réfugié, mais après, dès qu'on est réfugié et trouver un asile dans un pays, c'est vraiment à nous, le gouvernement hôte, avec l'appui d'HCR, de donner aux réfugiés des choix. Et le plus important, après une urgence, de donner aux réfugiés des outils pour une autosuffisance. Et ça, on travaille très étroitement avec le gouvernement pour arriver à ça. Ça dépend un peu de ce que les réfugiés ont l'habitude. Si c'est une référence plus sur l'agriculture, on peut leur donner les semences pour faire leur vie. Si ce sont des communautés urbaines, ça sera plutôt des formations, vocations comme ça. Mais c'est très important, dès le début, de déjà travailler avec les réfugiés qui puissent prendre soin d'eux-mêmes et, comme vous le dites très bien, communiquer avec eux que après, au bout de 5, 10, 15 ans, on ne peut pas rester dans leur vie pour toujours leur donner une assistance. Il faut les amener à être autonomes. Absolument. Qu'ils décident de rentrer ou pas. Cette façon autonome, ça leur permet de faire des choix, quoi que ce soit. Ça peut être un choix de rentrer chez eux, ça peut être un choix de rester là où ils sont. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons juste en 30 secondes faire le point, si possible, de la situation au niveau régional. Une petite photographie pour terminer. Bon, je pense que si c'est 30 secondes, je dois quand même me focaliser sur le Mali. Comme tout le monde le sait, depuis février, et les combats entre les groupes Touareg et l'armée malienne, il y a eu un énorme déplacement. Dans le pays de Mali même, ça monte à 130 000 personnes. Et dans les pays limitrophes, comme la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger, on a à peu près un total de 170 000 réfugiés. Alors on parle de 300 000 quand même déplacés. Et en plus de ça, au Mali, mais aussi dans les pays d'asile, il y a une catastrophe nutritionnelle qui ajoute encore à ce problème de déplacement et qui rend l'asile d'autant plus difficile parce que les gens qui l'accueillent, les pays d'asile, ont eux-mêmes énormément de problèmes. De toute façon, c'est jamais facile de gérer l'humain. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Monsieur Mathéis Lerut, c'est le représentant régional adjoint chargé de la protection. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.